Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et encore du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'intérêt du droit social pour les fonds d'investissement. Ce sera dans quelques instants avec Anna Cristina Chavez, avocate associée au sein du cabinet Adelcho Godard. On parlera ensuite de la santé financière des entreprises avec Nicolas Flouriou, président de l'AFDCC, et enfin, on parlera du juriste immobilier avec Louis Bonelli, directeur général France et Belgique chez Clépierre. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'intérêt du droit social pour les fonds d'investissement avec mon invitée Anna Cristina Chavez, avocate associée au sein du cabinet Adelcho Godard. Anna Cristina, bonjour. Bonjour Arnaud. On va s'intéresser à l'audit social lors d'opérations stratégiques réalisées par des fonds d'investissement, fusion, cession, LBO. Pourquoi l'audit est-il capital ? Alors je vais, une fois n'est pas coutume, vous poser une question Arnaud. Pour répondre à cette question, savez-vous quel est le taux d'échec des LBO et la raison pour laquelle ils échouent ? J'en ai pas la moindre idée. Eh bien, entre 30 à 40% des LBO échouent pour des considérations d'ordre social. C'est Donc, important. absolument. Si vous n'identifiez pas vos risques sociaux et si vous n'identifiez pas bien tous les éléments de ressources humaines, d'intégration des équipes, de motivation des talents, le risque, c'est que votre LBO ne marche pas. Voilà. Donc, c'est vraiment pour cette raison que c'est plus que capital de bien se préparer. Quels sont les éléments fondamentaux quand on prépare un audit qu'il faut avoir en tête ? Alors, bien évidemment, en tant qu'avocat en droit social, on va regarder tous les sujets qui sont à risque. Mais il faut peut-être quand même bien distinguer deux types d'opérations, parce que dans les LBO, vous pouvez être soit à l'entrée, soit à la sortie. Et dans les deux cas, auditer, c'est anticiper. Donc, quand vous êtes à l'entrée, vous allez identifier des risques, que ce soit sur les contrats de travail, sur la prévoyance, les retraites, les hypothétiques risques de contrôle URSSAF, la rémunération, les risques éventuels de discrimination. Donc vous allez vraiment essayer d'identifier tous les risques, mais vous allez au-delà de l'identification simple des risques, et c'est en ça que mes amis financiers sont en général très contents, c'est qu'une fois qu'on les a identifiés, on doit les chiffrer, et les chiffrer pour qu'ils soient ensuite bien anticipés. Et là, le jeu, ou en tout cas le sujet n'est pas exactement anticipé de la même manière selon que vous êtes à l'entrée, donc en acquisition, ou à la sortie en cas de vente. Puisque lorsque vous êtes en acquisition, vous allez effectivement chiffrer du risque et donner une feuille de route à votre client, au fonds d'investissement. Lorsque vous êtes en cession d'une des participations, là il faudra chiffrer, mais pour pouvoir anticiper des solutions, soit en anticipation, en amont de la transaction, soit expliquer, je vous donne un exemple très concret, Arnaud, on identifie un risque URSSAF, c'est un risque qui est chiffré à plusieurs millions, oui mais voilà, le risque en question est identifié en 2022, donc tout de suite on atténue en disant à compter de 2026, ce risque n'existera plus puisqu'il y a la prescription de 3 ans. D'accord, c'est très concret. Il y a un point qui est important dans ces opérations, c'est la renégociation du prix. Oui. Quels sont les mécanismes de renégociation du prix après un audit ? Alors, soit on va avoir un effet direct sur le prix, puisque comme je vous le disais, le risque est identifié, chiffré, et soit il se déduit automatiquement du prix directement, soit il peut être fait en déduction du prix, mais de manière un peu plus flexible ou un peu plus atténuée par le biais des earn-out. Donc on considère qu'une partie du prix ne sera versée qu'après un certain délai. Par exemple, une fois le délai de prescription URSSAF purgé. Et dans d'autres situations, on ne le reflète pas directement sur le prix, mais on va, en revanche, établir des garanties, ce que l'on appelle des garanties de passifs, qui vont être ardument négociées par les avocats à la vente et à l'acquisition, et qui vont permettre, in fine, de définir une mécanique de responsabilisation ou de responsabilité de celui qui vend. Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de déterminer si une renégociation de prix est justifiée ?
Alors, les critères sont en général, bien évidemment, des critères un peu financiers. Donc, on va se servir des KPIs, bien évidemment, pour déterminer, par rapport à ce prix, quel est ensuite le niveau de performance qui est attendu de l'entreprise. Donc, bien évidemment, ça va permettre sans doute d'atténuer, puisque un risque ponctuel peut être compensé par une performance à long terme prometteuse. Alors vous évoquez les risques, c'est quoi les risques majeurs que l'audit permet d'identifier et d'éviter justement une mauvaise surprise? Oui, alors au-delà des risques purement, je dirais, financiers, de risques de réclamation donc judiciaire, donc des contentieux prud'homaux, ou bien ce qu'on a vu également, les réclamations ou les redressements URSSAF, de plus en plus, les fonds d'investissement se focalisent aussi sur les enjeux qui portent en eux un risque pénal. Notamment tout ce qui va concerner le prêt de main-d'œuvre illicite, puisque quelquefois l'entreprise pense, en toute bonne foi d'ailleurs, faire recours à un sous-traitant, et on se rend compte que cette opération de sous-traitance n'est pas permise, n'est pas légale. Donc on peut subir par là même des risques très importants au niveau pénal, avec des amendes très fortes de 150 à 225 000 euros d'amende pour l'entreprise et la responsabilité des dirigeants. Et on a également, par exemple, le recours massif au CDD ou bien la dissimulation d'emploi salarié qui, elle aussi, est très importante. Et ce qu'il faut comprendre derrière ces enjeux-là, ces risques-là, c'est qu'au-delà du chiffre, cet aspect pénal, ce volet pénal, porte en lui un risque réputationnel qui est de plus en plus important. Pourquoi il est de plus en plus important? Eh bien, tout simplement parce que ce risque réputationnel va justement venir éroder la performance à long terme, puisqu'on sait désormais qu'une entreprise qui est bien gérée, elle est reçue de manière très positive par les consommateurs, ou bien par les clients ou les fournisseurs, et donc c'est une entreprise qui va être amenée à une belle performance sur le long terme, puisque maintenant les fonds d'investissement privilégient de plus en plus le long terme. Donc ça permet d'une part d'améliorer cette performance et d'autre part de retenir les talents, l'un n'allant généralement pas sans l'autre. Alors on a bien compris l'importance de l'audit social dans les opérations stratégiques des fonds d'investissement, mais concrètement, comment l'audit peut-il influencer la décision finale d'investissement ? Eh bien, parce que cet audit, quand il est bien préparé, vous l'avez compris, il permet surtout d'identifier des risques. Donc, ça va être le go ou no go en fonction du chiffrage de ces risques, en fonction de la capacité à incliner ces risques et à retrouver de la performance à court, moyen ou un peu plus long terme. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est vraiment cette maîtrise des coûts directs et indirects, puisqu'il y a aussi certains coûts plus latents qui ne sont pas forcément chiffrables tout de suite, mais qui peuvent devenir vraiment importants. Les risques indirects, je pense par exemple à l'absentéisme, qui coûte de plus en plus cher aux entreprises. Ensuite, ça permet aussi de déterminer des axes d'amélioration, j'en ai dit quelques mots, la prévoyance, la retraite, et bien évidemment agir sur les KPIs. Donc tout ça, l'identification, un bon audit donc, qui vous a permis, donc je vous ai dit, auditer, c'est chiffrer et anticiper. Donc quand on a bien fait ces deux exercices-là, eh bien, ça permet effectivement d'influencer le go ou no go. Alors, il y a un point qui me semble important aussi sur la gestion des participations. Parfois, ça peut nécessiter une restructuration. Dans quel cas précisément ? Alors, soit quand vous avez effectivement fait un audit qui permet d'anticiper, vous avez identifié soit des risques majeurs pour lesquels il va falloir faire des modifications importantes du statut collectif ou des contrats de travail, ce qui, bien évidemment, mène tout droit à éventuellement des suppressions de postes ou des modifications pour motifs économiques avec derrière potentiellement des licenciements pour ceux qui refuseraient. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette mise en œuvre en fait de la feuille de route qu'on établit lors de l'audit, c'est le premier. Et puis aussi parce que les entreprises qui sont, les participations des fonds d'investissement subissent comme toutes les autres entreprises le contexte conjoncturel, ça peut être aussi structurel. Et donc à ces moments-là, il faut effectivement agir et restructurer l'entreprise aux côtés des fonds. Et là, l'avocat est vraiment fondamental parce qu'il y a une vraie
difficulté pour le fonds à agir directement, donc on évite l'immixtion en recourant à un avocat. On va conclure là-dessus. Merci Anna-Christina Chavez. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Adelcho Godard. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du juriste immobilier. On poursuit ce Lex Inside, on va parler santé financière des entreprises avec mon invité Nicolas Flouriou, président de l'AFDCC, l'Association française des crédit managers et conseils. Nicolas Flouriou, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de la santé financière des entreprises, mais tout d'abord, j'aimerais évoquer un sujet important, le sujet des délais de paiement. Quels sont les principaux impacts économiques des délais de paiement prolongés sur les entreprises françaises? Alors, tout d'abord, un constat. Les délais de paiement, ils étaient améliorés depuis 2008 jusqu'à peu près 2019-2020. 2021, on peut l'inclure, où on était arrivé à peu près à 11 jours de retard. Aujourd'hui, on est plutôt à 13-14 jours. Certaines enquêtes disent même 17 jours de retard de retard de paiement, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, on voit une détérioration nette depuis 2 ans. Comment ça s'explique? Alors, il y a plein de sujets. Il y a évidemment un sujet de rattrapage, parce qu'il y a pas mal de sociétés qui ont réussi à survivre grâce aux différentes aides de l'État, prêts garantis par l'État, qui sont un prêt, donc quelque chose qu'il faut rembourser. L'URSSAF, pour lequel les cotisations qui n'avaient pas été obtenues, récupérées pendant les 2-3 premières années des années Covid, le sont maintenant, ce qui fait que ça restait quand même des dettes sociales d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi, malheureusement, on a un sujet de conjoncture, c'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui qu'on a 66 000 défaillances sur l'année 2024. À fin janvier, on est à peu près à ces alentours de 66 000. Peut-être que 2025, on arrivera à cette barre des 70 000 qui est relativement symbolique. Mais derrière, ce que l'on voit, c'est évidemment, il y a eu un rattrapage de plein d'enseignes. Par exemple, les grandes entreprises, chaque année, avant Covid, il y en avait à peu près 25 qui tombaient en défaillance. ETI, grandes entreprises. Là, sur les 2 dernières années, on est monté à 50. Et encore une fois, à fin janvier, sur 12 mois glissants, on est à 50. C'est des sociétés qui auraient dû faire défaillance beaucoup plus tôt. Donc celle-là, on va dire, entre guillemets, ce rattrapage est quasiment terminé. Il n'est pas totalement terminé, mais quoi qu'il en soit, évidemment, ça joue. Ce qui joue aussi, c'est un effet conjoncture. Malheureusement, on a plusieurs crises de différentes natures du même moment qui n'inspirent pas une énorme confiance. On a une guerre, du coup, en Ukraine. On a des tensions, guerre au Moyen-Orient. On a des tensions qui vont peut-être amener à des tensions géopolitiques et militaires pour Taïwan, Chine. On a un pays qui s'appelle les États-Unis qui estime ses alliés d'une manière bizarre et qui tous les jours change de position sur les droits de douane. Ce que je veux dire par là, c'est que ça inspire de la défiance. Et la défiance inspire le fait qu'on va moins investir, moins dépenser pour le plus le garder, le conserver pour en cas de coup dur. Donc ça, par définition, ça n'aide pas. Et enfin, tout ça fait que certaines sociétés se retrouvent acculées, ont des problèmes de trésorerie. Les plus grandes voies que le crédit fournisseur, c'est du crédit gratuit. Tout simplement, quand vous faites crédit, vous accordez un délai de paiement. Je ne connais pas grand monde, pas beaucoup de sociétés qui augmentent leurs tarifs, alors qu'il y a des coûts financiers pour le fournisseur. Donc l'impact, il est important sur la trésorerie des entreprises? Donc il est important pour la trésorerie des entreprises, clairement. On a réussi, grâce à l'Observatoire des délais de paiement, à avoir l'information comme quoi cet impact, il était de 15 milliards d'euros en moins dans la trésorerie des PME. Mais en réalité, si on arrive à l'estimer de 15 milliards pour les PME, 12 milliards, il y a 3-4 ans de mémoire, cet impact-là, il est chez toutes les sociétés fournisseurs qui subissent ces retards de paiement. Et quand on est en France, 2 jours de plus sur 1 an, c'est énorme. C'est considérable. C'est considérable. Une autre question qui est importante, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est les arnaques et les fraudes. Beaucoup d'entreprises sont victimes d'arnaques et de fraudes. Comment les entreprises peuvent-elles anticiper et se prémunir pour des fraudes comme l'arnaque au président ou encore les fausses commandes? Alors, les fausses commandes, je vais commencer par là parce que c'est quelque chose qui peut arriver souvent. Ça veut dire qu'il faut faire preuve, 1, de bon sens, 2, ne pas être ultra réactif. C'est-à-dire vous avez quelque chose, vous l'exécutez tout de suite. Une fausse commande, je vais donner un exemple. Ça arrive souvent en fin de semaine. C'est un peu la commande magique où on n'a pas grand-chose à faire en tant que fournisseur. Et finalement, ce qui se passe, c'est soit on a des services qu'on va déléguer,
soit on vend des biens, type voiture, téléphone, etc. Il y a un délai de paiement qui est accordé. Souvent, ces sociétés ont des scores sur les sociétés de scoring qui sont relativement corrects de manière à avoir un petit encours crédit. Et je m'expliquerai comment ils arrivent à le faire. Et du coup, vous avez livré votre service, vous avez livré votre bien et vous n'êtes pas payé. Cette société va faire un impayé, puis faire faillite, puis disparaître. Et là, par définition, vous n'avez pas été payé, vous avez perdu la marchandise. Elle a pu partir à l'étranger. Et quand c'est des services, il y a aussi des moyens d'en bénéficier sans payer. Tout simplement parce que quand vous êtes une société de services, vous délivrez peut-être des chantiers, des choses comme ça. Il y a quand même quelque chose qui a été produit, même si vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Comment ils font? Alors, deux choses. Deux gros schémas, parce qu'il y en a plein. Soit c'est des sociétés qui ont été rachetées-revendus très rapidement, qui était une vraie société avec un vrai historique et qui maintenant est devenue une coquille vide. D'accord. Mais comme elle a gardé un bel historique, qu'il y a des bilans qui ont été publiés, et souvent on peut s'apercevoir quand on remonte le fil que les derniers bilans ne sont pas des vrais bilans, et qu'en fait c'est devenu une pure coquille vide. Maintenant, elle a conservé un scoring qui est assez important. Les sociétés de données sont beaucoup améliorées, parce qu'il y a plein de faits qui peuvent mettre en alerte, changement de dirigeant très régulier, des bilans qui sont trop beaux, etc. etc. D'accord. Et ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, une société qui est créée, ils mettent 10 000 euros de capital, il y a une attestation de dépôt des fonds, elle est créée. On sait que sur pas mal de scoring, ou en tout cas on voit qu'il y a 10 000 euros de capital social, ça inspire un minimum de confiance pour faire un minimum de crédit. Et finalement, ça ne paye pas, pareil, ça fait faillite, ça part dans la nature, et on s'aperçoit qu'en fait, l'attestation de dépôt des fonds, elle était fausse. Et entre-temps, la société a plié et elle n'existe plus. Donc ça, c'est les deux grands schémas, mais évidemment, il y en a plein. Faire attention à se renseigner sur Oui. les entreprises, à regarder les bilans, à regarder l'organisation de la société, voir s'il y a vraiment des dirigeants derrière, etc. Oui, et puis, alors évidemment, on peut peut-être pas le faire pour tous les cas, mais faire des visites sur le client. Vous pouvez demander des paiements plus sécurisés, des acomptes, obtenir d'autres éléments, et vous voyez en fonction de toutes les pièces que vous pouvez recevoir, si vous avez plein d'indicateurs qui font warning. Vous pouvez demander le RIB. Aujourd'hui, on a des outils, alors évidemment, ça est payant, mais qui permettent, avec le RIB, de faire le lien avec le SIREN pour voir si c'est cohérent et voir si ce RIB n'a pas été touché dans d'anciens sujets de plus ou moins d'arnaque ou autre. Pour les fraudes au président, il y a un peu de ce sujet-là. Ça veut dire qu'il faut mettre des process. On a coutume de se rappeler de l'histoire de Singapour d'un virement de plusieurs millions avec une fausse vidéo. En réalité, quand on creuse le sujet, on s'aperçoit d'une chose, c'est évidemment, il y a eu une fraude, la personne s'est fait avoir, mais elle a fait le virement, il n'y a pas eu de valideur. Oui. Il n'y a rien eu. Évidemment, il n'y a pas de process. Donc, à mon avis, remettre des procédures bien comme il faut, Attention être super au process. vigilant. On n'empêchera pas toutes les fraudes. Mais il y a des grosses fraudes comme ça qui peuvent être largement empêchées. Pour finir, vous l'avez cité tout à l'heure, 66 000 défaillances d'entreprises, c'est historique. Quels enseignements peut-on tirer de la gestion des défaillances en 2024 pour mieux anticiper et répondre à la situation en 2025 ? Alors, c'est historique parce que quand on a eu la décennie 2010-2019, on était habitué à un nombre de faillites de 58 000 défaillances. Là, je parle de redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Quand on regarde plus dans les détails, on avait eu une année 2019 exceptionnelle, de mémoire 56 000, et on est remonté maintenant sur les 66 000. Maintenant, quand on dit ça, il faut aller un peu plus dans les détails. On voit qu'il y a trois gros secteurs d'activité qui sont sujets aux défaillances. On a la construction en nombre, 14 000. On a aussi l'hébergement-restauration de mémoire 13 000. Et ça, c'est les deux gros secteurs. Quand on va regarder, par contre, d'une année sur l'autre, on s'aperçoit, et même en comparant à aux années 2010-2019, qu'il y a un secteur d'activité qui ressort plus, qui sont les transports et entreposages, où là, il y a un sujet de plus de 55%, et où il faut être assez vigilant. Je terminerai sur un secteur, tout ce qui est aide aux sociétés. Évidemment, dans une période où on doit couper les coûts, subissent aussi les défaillances. Évidemment, on pourrait parler aussi de l'activité immobilière. On va conclure là-dessus. Merci Nicolas Floriou. Je rappelle que vous êtes président de l'AFDCC. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du juriste immobilier.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler du juriste immobilier avec mon invité Louis Bonelli, directeur général France et Belgique chez Clépierre. Louis Bonelli, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors on va parler ensemble du juriste immobilier, plus particulièrement on va commencer cette discussion par le prix meilleur étudiant juriste immobilier, prix MEJ, dont vous êtes le parrain cette année. Pourquoi êtes-vous parrain de ce prix ? J'ai déjà été très honoré d'avoir été sollicité par l'association Juridim des directeurs juridiques de l'immobilier pour succéder à la longue lignée de parrains prestigieux qui a eu l'occasion de remettre le prix MEJ. Ça m'a paru assez naturel d'accepter d'être le parrain de ce prix parce que l'excellence juridique est aussi au cœur de notre entreprise Clépierre. Pour cette raison, ça m'a paru assez naturel d'accepter de remettre un prix qui consacre l'excellence académique des juristes immobiliers. Alors peut-être pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le prix MEJ ? Oui, c'est un prix qui a été fondé il y a une douzaine d'années, en 2011 exactement, à l'initiative de l'association Juridim, à l'initiative du cabinet CMS Francis Lefebvre et de l'étude notariale Michelet Notaire. C'est un prix qui a vocation à récompenser donc l'excellence académique des juristes immobiliers après un processus de sélection rigoureux qui est fait par les directeurs des Master 2, des Master 2 du droit de l'immobilier et des Master 2 du droit notarial, avec des épreuves qui évaluent à la fois les qualités de la réflexion, qui évalue la culture juridique, qui évalue l'aisance à l'oral, par un jury de professionnels de l'immobilier et qui sélectionne 3 candidats pour les récompenser à l'issue de ces épreuves mi-mai. Donc tous les candidats sont étudiants, c'est ça ? Tous les candidats sont étudiants et c'est véritablement aussi, je pense, une grande chance pour une entreprise comme la nôtre d'être en capacité de récompenser l'excellence académique du droit immobilier et d'être aussi en contact en fait avec cette nouvelle génération de juristes à l'heure où nous-mêmes sommes en pleine transformation de notre fonction juridique. Alors on va s'intéresser maintenant aux métiers juridiques en foncière immobilière. Quels sont les différents métiers ? Les différents métiers des juristes immobiliers chez Clépierre sont assez vastes, assez riches. Il y a 2 très grandes familles de métiers, la gestion immobilière et la gestion locative. La gestion immobilière, c'est la vie du bâtiment sans ses locataires. C'est tout ce qui commence par un permis de construire, toutes les règles d'urbanisme, les autorisations commerciales, la vie des copropriétés, la vie du foncier et de son évolution. Au XXIe siècle, vous n'êtes pas sans savoir que la législation a énormément évolué concernant le foncier, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a plus le droit de faire, ce qu'on nous impose de faire. Et donc en fait, c'est une matière qui est très vivante, qui est très riche, qui est très complexe, qui est assez technique, pour lequel on a besoin de l'excellence juridique. C'est vraiment un thème fondateur chez nous, c'est vraiment notre métier, la gestion immobilière, aussi en tant que syndic de l'animation des copropriétés, et donc de toutes les obligations que ça engendre. Les missions, la deuxième grande mission, c'est la gestion locative. La gestion locative, le pilier fondateur de notre entreprise, c'est le bail commercial. En fait, c'est ce qui génère la création de valeur chez nous. C'est la signature d'un bail commercial qui donnera naissance ensuite à des loyers. Et c'est pareil, c'est une matière qui est très riche, qui est très vivante. Le bail commercial lui-même l'est déjà. Et en plus, on rajoute une couche de richesse avec le fait que c'est un bail commercial en centre commercial qui nous donne, pareil, des prérogatives différentes, des droits différents, des devoirs différents, auxquels il faut absolument veiller à la qualité et à la bonne exécution. C'est vraiment essentiel chez nous, c'est crucial. Hein. Le juriste immobilier chez nous, il est, enfin le juriste de manière générale, mais immobilier en particulier, il est véritablement le pivot
de l'exécution et du succès de notre stratégie, surtout sur le long terme. Il a un rôle clé. Il a un rôle véritablement clé. L'immobilier, vous n'êtes pas sans savoir que c'est sur le temps long, même si beaucoup de choses se sont accélérées ces dernières années et notre service juridique a embrassé le changement et la transformation et cette accélération. La réalité, c'est que la garantie de la sécurité juridique sur le temps long, elle est dévolue complètement à notre service juridique. Alors, on a vu votre service juridique. On va s'intéresser de manière générale à Clépierre. Pouvez-vous nous présenter Clépierre et après on parlera de votre vision du marché? Clépierre en France, c'est une foncière et une société de management qui a en propriété et en gestion une quarantaine de centres commerciaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire avec en général des centres commerciaux qu'on dit leaders sur la zone de chalandise. Clépierre, c'est une équipe de 300 personnes qui est dédiée à la gestion de ces centres commerciaux et comme je l'expliquais, avec deux grandes familles de métiers, la gestion immobilière, donc syndic, un peu de promotion pour des mètres carrés supplémentaires, animation de la vie du bâtiment, maintenance, voilà, et puis la gestion locative qui est donc plutôt la partie en lien avec les locataires qu'on appelle maintenant nos clients, c'est un peu l'évolution du marché. Donc voilà, une société complète avec une vision, un poste d'observation idéal pour l'évolution du commerce et des modes de consommation au XXIe siècle. Alors justement, vous évoquez la vision du marché. Quelles sont les tendances que vous observez aujourd'hui? Alors, on est à un moment assez exaltant de notre industrie et a fortiori de notre vie d'entreprise pour plein de raisons différentes, parce qu'on est à un moment de régénération du commerce. Et donc ça, c'est vrai que si on est capable de saisir ce moment-là, on comprend bien qu'on entre dans une nouvelle ère. Pourquoi régénération du commerce? Parce que les modes de consommation ont un peu changé, essentiellement pour des raisons d'allocation du pouvoir d'achat des ménages, plus que par le commerce en ligne. Donc on dépense plus en loisirs au XXIe siècle, on dépense plus en technologie au XXIe siècle, on dépense plus en voyage, en éducation, en santé. Et donc c'est sûr que ça nous demande une réflexion plus complète sur l'offre commerciale de nos centres commerciaux qui dépassera le shopping traditionnel aujourd'hui pour intégrer des nouveaux services, des nouveaux loisirs, de la restauration. Donc c'est assez exaltant parce qu'on est à un moment clé, un moment charnière de la transformation du commerce. Vous évoquez un moment charnière de ce marché. Quelles sont les perspectives que vous avez un peu dessinées, mais comment vous voyez à horizon 10-15 ans les grandes perspectives? La particularité de notre marché, c'est que la transformation est quand même nécessite de pouvoir l'activer. C'est assez intense en termes de capital, donc il y aura forcément une prime à ceux qui sont assez disciplinés. C'est le cas de Clépierre. Donc on a là encore la possibilité de largement transformer notre immobilier. Et je pense que c'est notre grande chance, en fait. C'est notre grande discipline qui nous permet aujourd'hui de saisir les opportunités de ce moment charnière. La part donnée à la transformation sur des critères environnementaux sera de plus en plus grande. On s'en rend bien compte aujourd'hui qu'il y a eu une assez grande inflation des réglementations ESG. Donc c'est devenu une boussole quand même assez importante dans nos décisions, que ce soit dans l'utilisation de nos fonciers, de nos parkings, que ce soit dans la gestion de nos bâtiments. Donc c'est vrai que c'est une dimension qu'on a la chance d'avoir pris en considération depuis longtemps maintenant chez Clépierre et d'avoir un muscle très fort de la sobriété énergétique et de la gestion de ces sujets-là. On va conclure là-dessus. Merci Louis Bonelli. Je rappelle que vous êtes directeur général France et Belgique chez Clépierre. Merci Arnaud. On va terminer cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.